Bonjour et merci d'être là aujourd'hui pour cet atelier qu'on va faire ensemble. Mélanie, tu peux demander qu'il baisse un peu de l'autre côté, s'il te plaît. Alors le micro, c'est juste fictif. C'est pour la caméra qui est là, qui nous enregistre. D'accord? Donc voilà, je ne chanterai pas ou quoi que ce soit, mais j'ai l'air un peu bizarre, c'est vrai. Mais imaginons que c'est une glace. Voilà. Voilà, je me présente, je m'appelle François Huette, je fais partie de l'association Defimed. Aujourd'hui, je vais animer cet atelier qui va être en 2 temps. Le premier temps va être sur des témoignages et le deuxième sur un atelier d'intelligence collective. Donc, vous allez voir, c'est très sympathique pour essayer de répondre à des questions qui vont nous aider à avancer en tant qu'association, mais aussi en tant que chacun d'entre nous, acteurs de l'écotourisme. Ça vous va? Bien. Donc on va commencer, je vais vous lire un petit texte qui est assez sympathique, mais qui demande, à mon avis, qui va être le point d'ancrage de cet atelier. C'est la crise écologique systémique, qui est la nôtre, est aussi une crise de la sensibilité au vivant. J'entends par là l'appauvrissement des mots, des capacités à percevoir, des émotions et des relations que nous pouvons avoir avec le monde vivant. Cette phrase vient de Baptiste Morisot, qui a écrit ça dans Socialterre, un hors-série. Hier, lors de la conférence, le vivant a été défini d'une manière assez intéressante, qui incluait le minéral, qui incluait le végétal et le monde animal, mais qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle la planète Terre. Et donc, on ne peut pas se dissocier de tout ça. Alors, peut-on imaginer un écotourisme qui soit capable de nous reconnecter au vivant et à la planète, nous aider à développer cette culture du respect de la planète afin de retrouver notre juste place, avec une prise de conscience et surtout l'envie d'agir maintenant. Et on peut même aller plus loin en disant, comment peut-on l'imaginer? Mais pas l'imaginer individuellement, l'imaginer collectivement, tous ensemble. Et c'est ce qu'on va essayer de répondre, ou au moins d'explorer aujourd'hui. Ça vous va? Tout clair? Tout le monde m'entend? Super, très bien. Alors, la première partie, on va faire intervenir à tour de rôle 8 personnes qui vont partager leur expérience, leur vécu, justement, avec des exemples d'écotourisme qui peuvent illustrer cette démarche, justement, d'inclure, d'intégrer le vivant, d'intégrer la planète. Et pour ça, à chaque personne, on m'a demandé d'être très strict, très strict. Donc j'ai un fouet qui est juste derrière la porte, là. Vous avez 5 minutes. Donc j'appellerai sur chaque personne à parler à tour de rôle. Ce que je vous invite, c'est de prendre juste une petite minute pour vous présenter et 4 minutes pour vraiment présenter vos expériences, votre vécu. Parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est justement pour partager la connaissance, pour s'inspirer des uns et des autres. Comprendre, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, ce qu'elle dit est intéressant, est-ce que je peux le faire sur mon opération, dans mon domaine, dans mon écosystème? Ça vous va? Super. Alors la première personne qui vient s'appelle Fatma. C'est bien là? Ah ouais, chaque personne va être obligée de venir au milieu, avec le micro fictif. Ah, alors voilà, tu es la vice-présidente aussi, c'est ça? Non, c'est Raza la vice-présidente. Oh, excuse-moi. Hein. Voilà, attention. Ah, donc voilà, Fatma, je te passe le micro et tu nous expliques en 5 minutes qui tu es et ce que tu as fait. Attention. Top chrono. Bonjour à tous, très contente d'être parmi vous. Donc je me présente, je suis Fatma Akshir. Ravie encore une fois d'être parmi vous. Donc je suis Fatma Akshir, enseignante universitaire. Enseignante universitaire, co-coordinatrice du master management touristique OETLI à l'école supérieure de commerce de Tunis, à l'université de la Manouba, et membre de la fédération, en tant qu'experte en tourisme durable, de la fédération interprofessionnelle du tourisme, la FI2T, qui est un syndicat donc, de groupement de professionnels de divers opérateurs de tourisme tunisiens, comme les agences de voyage, les hébergements alternatifs, les centres de loisirs et d'animation, etc.
Alors, je vais vous raconter donc ce qu'on a fait, notre expérience en termes de tourisme écologique et culturel. Ça marche pas. Parce que c'est pour enregistrer, merci en tout cas. Alors, depuis février 2021, nous nous sommes engagés donc, dans le cadre d'un accord de partenariat entre Defimed et la fédération FI2T, donc dans une très belle expérience qui est la création d'une base de données, voilà, donc des acteurs écotouristiques territoriaux. Donc, nous avons engagé une étudiante stagiaire, Asma Bouaziz, qui a fait la collecte, le recensement de différents acteurs écotouristiques. Donc, la collecte d'informations téléphoniques, emailing, des rencontres, des interviews, afin de réaliser un diagnostic de leurs projets et besoins. Ainsi, Asma donc, a pu créer et placer sur une carte web 22 hébergements alternatifs, 17 qui sont au nord de la Tunisie et 4 qui sont au sud et au centre. Alors, la pertinence de cette plateforme qui a été créée réside principalement dans 3 points. Le premier point, c'est de faciliter le contact avec nos partenaires pour les 22 hébergements alternatifs. Donc, dans tout ce qui concerne l'organisation des événements, comme par exemple leur participation au mythe donc, du mois d'octobre, le mythe vertueux. 5 hébergements ont donné leur accord. Deuxième point, c'est la découverte de 3 grands enjeux aux défis auxquels les hébergements alternatifs sont confrontés, comme la découverte des outils de valorisation et de promotion du potentiel culturel via la découverte des produits de terroir. Et troisièmement, mise en ordre des procédures et des formalités administratives donc pour la création d'une chambre d'hôte, d'une maison d'hôte, d'un gîte rural, donc par la préparation et l'accompagnement de la FI2T dans chaque étape du processus de création. Alors, troisième pertinence, c'est la création d'une base de données, donc par la mise en place d'une stratégie de commercialisation au niveau de la fédération et son groupement Malhabé BNB Tunisia. Voilà. Et donc de faire la promotion via la participation aux foires, aux salons nationaux, internationaux, régionaux, donc aux sites en ligne, etc. Alors, l'écotourisme n'est pas uniquement l'affaire des institutionnels et ceux qui le produisent, mais aussi des citoyens qui l'expérimentent. Voilà, donc ça c'est très important de le dire. Et pour cela, je me suis inspirée des mots donc, qui ont été mis sur la page là. Donc, il faut créer une certaine harmonie entre les 3 générations X, Y et Z. Donc, quand on parle de X, c'est la tradition, c'est l'authenticité, c'est tout ce qui est donc relatif à nos ancêtres, si vous voulez, à l'expérience, au vécu. Deuxièmement, le Y, la génération Y qui est nous, en fait. On est une génération passionnée, une génération vivante, une génération éduquée. Et enfin, la génération Z qui est la génération digitalisée, c'est nos jeunes, nos enfants, etc. Donc, c'est le digital, c'est la créativité, c'est les réseaux. Donc, il faut créer cette harmonie intergénérationnelle et donc marier toutes les générations pour pouvoir réussir la transition. Alors, personnellement, je vais parler un peu de notre club qui a été créé. Donc, concrètement, nous pouvons orienter des associations qui sont déjà existantes ou des clubs, ou même créer des clubs et des associations à vocation écotouristique et culturelle. Voilà. Je vais parler de notre expérience personnelle, c'est-à-dire notre club Go Tourism by ESCT. Donc, parmi les activités que nous avons réalisées, c'est la visite guidée de plusieurs sites culturels, par exemple le musée national militaire au Palais de la Rose, qui présente l'histoire militaire de la Tunisie depuis l'époque carthaginoise. La visite donc, du palais du baron d'Erlanger à Sidi Bou Saïd. Et le centre des musiques arabes et méditerranéennes, donc ce qu'on appelle Phonothèque nationale. Voilà, donc toute la Tunisie, pour finir, toute la Tunisie donc, est touristique.
Le tourisme culturel et écologique donc, sont les principaux axes et qui vient compléter donc, le tourisme balnéaire parce qu'on ne peut pas nier donc, son importance dans notre développement. Voilà. Et donc, j'ai oublié de vous dire que le tourisme culinaire aussi, c'est un grand axe du tourisme culturel qu'on devrait développer. Par exemple, on prend le cas du couscous tunisien. Dans chaque région, nous avons, c'est vrai, hein, nous avons un couscous différent. Ah bah oui, ouais. Ça c'est sûr. Et on attend juste à y goûter, nous. Très bien, merci beaucoup. J'ai oublié de vous dire, pendant que vous présentez ces ateliers, il y a Guylaine qui prend des notes et qui, à la fin de cet atelier, nous fera une synthèse, justement pour qu'on reparte tous avec quelque chose déjà, et ensuite on vous passera plus d'informations. Maintenant, j'invite Sophie Rocher, responsable du tourisme, département des Alpes-Maritimes. Voilà. Donc voilà, on m'a présenté déjà Sophie Rochès. Donc contrairement à ce qu'on a dit, je ne suis pas responsable tourisme, mais je suis chargée de mission tourisme durable. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qui est une mission que j'exerce depuis pas très très longtemps, donc et qui voit que c'est un sujet qui devient vraiment primordial et essentiel voilà, aux yeux. Donc moi, c'est vrai que c'est un point de vue plus institutionnel que je vais vous donner sur des projets qu'on a faits et des projets qui vont arriver pour 2022 et sur notre soutien et la complémentarité des actions que mène Defimed. Donc au niveau du Conseil général, donc moi je fais partie de la direction de l'attractivité territoriale, la section tourisme. Donc on est 8 personnes et on travaille autour de 4 grands axes. Donc la culture, hein, on en a parlé ce matin, le tourisme culturel au sens large. Bon, je ne développe pas parce que j'ai pas le temps. Les sports et les loisirs, le tourisme durable et le soutien aux socioprofessionnels via les labels, différentes marques et labels qui existent dans le monde du tourisme. Autour de 3 enjeux qui sont le soutien aux moyens et aux pays, puisqu'une des missions du département, c'est la solidarité sociale, on va dire, et territoriale, la structuration de l'offre, l'ingénierie et l'adaptation au changement climatique. Donc on est bien dans le sujet. Au niveau des actions de Defimed, donc, comme le disait Guylaine, on soutient l'association, notamment sur toutes ces actions, bien sûr, mais notamment autour de deux grands sujets qui étaient effectivement la constitution d'une base de données, d'un observatoire autour de l'écotourisme sur les Alpes-Maritimes, parce que c'est vrai qu'on est très pauvre en données, il y a assez peu d'études, donc moi quand je suis arrivée, j'ai un peu essayé de trouver des données, et c'est vrai que c'est pas évident d'en trouver, hein, on en a au niveau national, mais après trouver des études vraiment territoriales et récentes, c'est pas évident, donc ça c'est un travail qui nous aide. Et puis également l'organisation des journées portes ouvertes qui ont eu lieu sur tout le territoire et pas que, au mois d'octobre dernier, et qui contribuent aussi à faire connaître ce que c'est l'écotourisme et à créer du lien entre les différents prestataires. Donc nous, par rapport à nos actions qui vont dans ce sens, parce que ce matin on a beaucoup parlé de réseau, hein, même de réseau, nous on a la volonté l'année prochaine donc via effectivement un recensement de tous les acteurs. Alors nous on parle au sens large, hein, du tourisme durable, donc que ça soit effectivement des socioprofessionnels, des professionnels du tourisme, que ça soit des producteurs, parce qu'effectivement hein, c'est assez large, que ça soit des artisans, des accompagnateurs pleine nature, enfin des parcs, enfin il y a beaucoup d'acteurs, hein, de créer un réseau autour du tourisme durable pour que ces acteurs qui sont souvent isolés dans des territoires, des vallées différentes puissent se rencontrer régulièrement. Alors je ne dévoile pas, mais le CRT Côte d'Azur va présenter jeudi son plan d'action pour 2022 et prévoit de faire ce qu'on appellera des petits déjeuners de l'écotourisme. Enfin voilà, l'idée c'est ça, et de se déplacer un petit peu dans les lieux emblématiques, un petit peu comme fait Eric avec les réunions chez certains producteurs pour que on soit aussi in situ. Hein. Et l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'avoir des acteurs qui soient moteurs de ça, donc qui puissent être aussi des exemples pour d'autres, d'échanger, de créer des liens, de partager les activités et les nouvelles tendances du secteur, donc tout ce qui est innovation, bonne pratique, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important.
créer des partenariats, des synergies, parce que des fois les acteurs, même sur un territoire, ne se connaissent pas, donc peuvent effectivement, par le biais de ces rencontres, avoir l'idée de créer des produits en commun. Donc on pourrait aussi aboutir sur tout ça, sur la création de produits touristiques. Et puis contribuer, alors sans aller jusqu'à une marque territoriale, mais à créer une identité. Voilà, bon, moi je raisonne à l'échelle du département des Alpes-Maritimes, et qu'on puisse avoir une identité de tous ces acteurs et du tourisme durable, par rapport à la participation du citoyen et des habitants, effectivement, c'est primordial. Hein. L'idée, c'est de faire changer les mentalités, bien sûr, d'éduquer, d'expliquer ce que c'est l'écotourisme et le tourisme durable, parce qu'il y a souvent une grande méconnaissance ou même un peu une méfiance. C'est vrai que ça fait un peu peur. Oui, bon, ça demande des efforts. Voilà, Et l'idée, c'était nous, dans ce cadre et aussi dans le cadre du contexte du Covid et notamment de la tempête Alex qui a touché de plein fouet les vallées, certaines vallées, de pouvoir apporter une réponse assez globale et assez rapide pour soutenir le tissu économique qui a été largement touché, et de pouvoir proposer une offre de tourisme expérientiel et local. Et donc, on a proposé un carnet de micro-aventures. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir. J'enverrai le lien à Eric, si ça vous intéresse. Donc, qui recensait 50 micro-aventures donc, à l'été sur tout le territoire, et qui mettait en avant des accompagnateurs, des producteurs, des acteurs du tourisme durable qui proposaient des sorties, des activités, des dégustations. Donc, c'était assez vaste puisqu'il y avait aussi bien des hébergements insolites que des sorties nocturnes, que des dégustations, que des balades zen. Voilà, enfin, l'idée, c'était de se dire qu'il n'est pas la peine d'aller au bout du monde pour trouver des expériences sur le territoire. Et donc là, on réitère avec une version sur l'hiver 2021-2022. Voilà, j'ai plus de temps, donc... Merci beaucoup, Sophie. Merci. Ouais, il ne faut pas applaudir. Par contre, je vous conseille, hein, quand on fera l'atelier collectif, etc., c'est justement de créer ce réseau, parce que je crois que chacun d'entre nous, on a des choses fantastiques à partager. Hein. Donc ça, c'est super. Mélanie, c'est à toi, parce que tu vas nous parler principalement de l'événement qu'a développé. Mais alors, ce qui est bien, c'est que ceux qui sont passés avant moi, ils ont déjà un petit peu parlé de ce qu'on a fait. Donc moi, je vais vous réexpliquer le mythe, en fait, donc ce qu'on a fait. Donc je suis coordinatrice projet chez Defimed, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Mélanie Hugues. Alors le mythe, en fait, le but, c'est de fédérer et d'animer un réseau, justement, d'entrepreneurs et de citoyens qui avaient en commun, voilà, le but de faire un tourisme plus écologique. Un tourisme vertueux. Donc on a recensé environ 200 producteurs tout au long de l'année. Donc pour ça, on avait 6 chefs de projet sur 6 territoires partenaires cette année, donc qui ont financé, qui nous ont aidés en tout cas. Donc on avait la Provence verte Sainte-Baume, vous avez dû entendre Anne-Cécile Audras ce matin, il y avait les Alpes-Maritimes, le PNR Corse, la FI2T pour la Tunisie, le Maroc, et le Liban. Donc le Liban, on a eu un petit peu plus de difficultés cette année parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes, mais on a quand même recensé quelques producteurs. Sur ces 200 producteurs recensés, on a eu une centaine de portes ouvertes, donc réparties sur tous les territoires, donc beaucoup plus dans les Alpes-Maritimes, c'est vrai, parce que sur la rive sud, ça a été un petit peu plus compliqué cette année. Donc peut-être que vous pourrez nous expliquer pourquoi ça a été un peu plus compliqué au Maroc, en Tunisie. Le Liban, je sais. Mais voilà, on aurait espéré un petit peu plus, c'est vrai, sur la rive sud, donc on est un petit peu déçus là-dessus. En tout cas, j'espère que ceux qui ont fait leur porte ouverte étaient contents là-bas. Au niveau des inscriptions sur le site, alors je sais que mon ami Van de Néris va intervenir plus tard, donc c'est vrai que vous avez dû voir qu'on a changé notre site internet cette année. Donc on a eu quelques petits soucis parce que voilà, ça a été long à mettre en place. On est une petite association avec pas beaucoup de moyens, donc ils ont fait comme ils pouvaient aussi. Mais on a quand même réussi à avoir à peu près 300 inscriptions sur le site, sur toutes ces journées portes ouvertes. Et pour avoir eu quelques retours déjà de producteurs, je pense qu'il y avait le double qui sont venus sur ces journées portes ouvertes. Donc on est quand même plutôt satisfait dans l'ensemble de ces journées. Mais on espère faire mieux, en tout cas l'année prochaine. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise encore un peu plus sur le mythe? Non, c'est bon, c'est pas mal. Pour les entrepreneurs qu'on va faire... Ouais. Ben en plus, il y en a. Hein. Je sais qu'il y a la grotte de Baume Obscur qui pourrait faire un petit retour, parce que lui, il a été complet sur la porte ouverte. Voilà. Et elle m'a dit qu'elle était timide. Hein. Elle est pas mal, quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je n'avais pas envie. Bien, ben justement, il y a... les entrepreneurs, les acteurs du tourisme jouent un rôle très important. Et pour ça, j'invite Hassan Adioui,
qui est propriétaire et gérant du camping des bonhommes, ou des bons hommes, des bons hommes, hein, pour justement nous présenter rapidement ce qu'il fait en 5 minutes. Voilà, je m'appelle Hassan Adioui, j'arrive à la base de Perpignan. J'ai atterri en Ariège, exactement à Lavelanet. 1h30 de Toulouse, 1h30 de Andorre et 1h30 de Perpignan. Ça vous donne une idée. Juste en face du château de Montségur, le dernier des châteaux cathares. Donc j'ai repris une structure là-bas qui était au départ, on va dire, déserte, il n'y avait rien. Et du coup, petit à petit, on a commencé à travailler un peu l'accueil, de mettre le paquet sur l'accueil. On en parlait hier, de dire il faut reprendre le pouvoir, c'est-à-dire le client, il est surpris qu'en partant, on l'arrête, on lui donne une bouteille de vin, il repart avec. Il a payé sa facture, mais il repart avec une bouteille de vin. C'est bizarre, ça ne se fait pas ailleurs. C'est-à-dire rajouter le plus et donner un cadeau au client pour lui dire qu'il y a un accueil différent. Un accueil différent du tourisme de masse, on va dire. Et du coup, cette structure, petit à petit, il y avait des espaces de location de parcelles c'est une résidence secondaire, ils ont un mobil-home. Donc les résidents commencent un peu à repeupler ce camping. Et moi, j'ai mis en musique pour les intéresser à développer. Donc ils sont actifs. Donc ils ont créé un potager, créé un poulailler. Et donc petit à petit, ils développent eux-mêmes leur espace village. Et là, comme l'histoire et la culture et l'histoire du catharisme, les Cathares avant, ils s'appelaient les bons hommes. Donc il fallait créer une identité, un sentiment d'appartenance. Et les Cathares, c'était les bons hommes. Je souligne, H majuscule, c'est hommes et femmes. Hein. Il n'y a rien de... Et du coup, on a créé un logo. Ils sont fiers d'appartenir au village. Et du coup, ils s'impliquent dans l'animation, dans l'accueil. Il y a des spécialistes de champignons, c'est eux qui guident les touristes à aller voir les champignons, à aller voir les châteaux. Et du coup, moi j'appelle ça, vous savez tous ce que c'est qu'une permaculture, moi j'appelle ça une permaculture humaine. Ça veut dire que tous participent au développement. Mais il n'y a pas l'argent, le bling-bling, non, ça c'est banni chez nous. Le maire, il a vu que c'était intéressant, bizarre, comme quoi un camping municipal en délégation de service public, il se développe comme ça. Pourquoi la mairie n'a pas fait ça? Justement, il fallait ouvrir au village, à la ville et aux petits. Et on a créé un petit club de foot en salle. Les petits, les mamans, les papas, ils peuvent jouer. Et on l'a appelé Club des bons hommes, pareil. Et donc, il y a ce sentiment d'appartenance qui s'est installé chez eux. Et on voit la famille arriver pour jouer au foot. Dernier truc, on a invité l'équipe nationale d'Andorre jouer contre Toulouse. Ils arrivent à Lavelanet. C'est quoi Lavelanet? Lavelanet était très riche par le textile. Le textile est parti. On n'a que des verrues, que des bâtiments d'usines délaissés. Mais ils ont oublié le côté culturel et historique. Le dernier des châteaux cathares, on est à Carcassonne, on est 1 heure de Carcassonne, le chemin des bons hommes qui existait, j'invente rien, ça existait déjà le chemin des bons hommes, il fallait créer le village des bons hommes, le club des bons hommes. Il n'est pas bons hommes qui veut, on a mis la barre haute, il faut le prouver en termes de comportement et en termes de position et positionnement. Et du coup, le maire, il me dit, je dis mais on n'a pas créé un camp, c'est un camping, il est ouvert à la ville. Et on a rajouté la culture sur les danses. Et il y a un retour des urbains qui veulent s'installer dans le rural. Je regardais faire ça. Je n'ai rien fait. Ça s'est fait tout seul. Sauf qu'il fallait mettre à disposition. Et les gens, ils font eux-mêmes. Donc, c'est la permaculture humaine. Du coup, l'avenir, c'est travailler sur ce patrimoine et faire adhérer le sentiment d'appartenance, la marque d'identité. Et un projet identitaire est par essence un projet de communication. Voilà, j'ai fini, je crois. Super, merci beaucoup. Merci. Donc, en fait, il y a 20 ans, j'ai créé, je suis ingénieur agri et NITA à Dijon, pour ceux qui connaissent. Il y a 20 ans, j'ai créé un parc sur un terrain familial. Ça m'intéressait d'avoir, par mes antécédents pédagogiques, scientifiques, etc., et environnementaux, de créer un parc pour faire découvrir le milieu forestier aux gens et les immerger dans un milieu forestier pour leur faire découvrir ça.
Donc j'ai créé ça, et puis là-dedans, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on n'attire pas les gens avec l'âne de Provence et de la lavande. Hein. Il a fallu créer un certain nombre d'activités ludiques, sportives et pédagogiques. Donc, activité, je lis papier parce que j'ai pas trop l'habitude, hein, je suis pas... Activité sportive, ben, on a créé des parcours d'acrobranche. Il y a 20 ans, on était les premiers à faire ça. Alors, c'est pas de l'acrobranche dynamique, sportive, etc. C'est envoyer les gens dans les arbres et leur faire découvrir la forêt autrement. Donc ça, c'était bien. Et là-dessus, d'ailleurs, on maîtrise le nombre de personnes parce que là, d'entrée, on s'est aperçu que la surfréquentation du site allait avoir des problèmes de piétinement sur les racines des arbres, etc. Et donc, on limite volontairement le nombre de personnes pour pas avoir... Alors, je vous donne pas le nombre parce que je ne sais plus exactement. Maintenant, j'ai arrêté. C'est pour ça que j'ai pris un peu du vent. C'est ma fille qui a pris la suite, là. Donc, au début, on a limité le nombre de personnes. Et même maintenant, on a un certain nombre de baudriers et pas plus. Et quand c'est complet, ben, vous vous rendez demain. C'est ce qu'on a dit hier. Bon, il y a des limites que peut supporter le site et au-delà de ces limites, alors pour le site et pour le confort des personnes qui viennent, hein, le confort de nos visiteurs bien sûr. Hein, activité ludique, alors défiler dans les arbres pour promener sans baudrier à plusieurs hauteurs, le sentier des Piades pour chercher des empreintes de végétaux, d'animaux, empreintes de végétaux, je dis n'importe quoi, des empreintes animales, un circuit d'orientation avec son petit livret pédagogique. Mais alors les gens, le problème c'est qu'ils viennent en balade, on en parlait tout à l'heure, je sais pas qui disait, les gens sont en vacances, ils veulent pas réfléchir, ils sont en vacances. Donc ils viennent en vacances, on leur donne un livret pédagogique pour la course d'orientation, ils disent oh non c'est trop compliqué, ça, juste la course d'orientation ça suffit. Donc ils ne prennent même pas le livret, mais enfin on finit par le filer quand même à des groupes. Une découverte animalière avec des animaux, une petite ferme, etc. Activité pédagogique, alors jardin des plantes aromatiques, jardin des plantes tinctoriales, jardin des papillons, jardin des parfums. Sentier ornithologique, tout ça pour essayer de parler un peu aux gens, de savoir comment se comporte la nature, qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux, comment ils peuvent l'observer. Des activités liées au sens, alors liées au sens, c'est sentier des sons, sentier pieds nus. Et le dernier né, sentier bain de forêt, où carrément c'est le Shinrin-yoku japonais, hein, c'est la sylvothérapie française. On dit aux gens, vous arrêterez dans un milieu forestier particulier, c'est un écosystème qui est en vie, qui est en réseau. D'abord, vous demandez la permission à l'arbre de rentrer, ensuite vous arrêtez votre portable, vous ralentissez le rythme, et là vous allez rencontrer des gens et des espèces, et d'un milieu vivant qui vit entre eux, qui correspond, etc. Et vous faites partie de ce vivant-là. Et essayez de vous connecter à ce vivant-là et de voir comment vous pouvez ressentir quelque chose. Et je vous assure que ça marche sur 700 mètres de sentier. Au début, les gens rentrent comme ça en rigolant, en parlant fort, et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, ils se prennent au jeu, le temps diminue, et petit à petit, ils se prennent... ils écoutent les arbres, ils les regardent, ils les sentent, ils les observent, et à la fin, ils peuvent embrasser les arbres s'ils le souhaitent. On ne leur repose pas, hein, bien sûr. Donc actuellement, on reçoit 40 000 visiteurs par an. Alors quand on a commencé, c'était pas ça. Hein. On était 3-4, on avait 10, 20 000, on était contents. Là, on est 9 permanents, 10 permanents. On passe à 20 l'été, 40 000 personnes par an. Donc je dis, le côté économique, on est loin de tous les rêves qu'on a entendus ce matin, les problèmes territoriaux, etc. Non, on est là c'est une structure, une société qui fonctionne avec 20 personnes qui est l'été. Là, il faut les payer. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Donc... on se limite, mais en même temps, on essaye de faire des choses nouvelles tous les ans, mais il faut rentabiliser tout ça et il faut que ça tourne. Donc on n'a pas trop le choix. Parallèlement, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, ce que je n'ai pas parlé, c'est les animations qui sont proposées aux écoles, au centre aéré. Animations sur la forêt. Les animaux de la ferme et les papillons. Donc là, c'est intéressant parce qu'on amène les gens dans un univers un peu particulier. Et grâce à cet univers dans lequel elles les transportent, on leur fait découvrir, j'allais dire malgré eux, presque malgré eux, le monde vivant de la forêt et comment ça fonctionne, quoi. Et ça marche bien. Les écoles sont à fond dedans. On reçoit plein d'écoles. C'est de l'ordre de 4-5 classes jour entre février et juin, hein, fin juin. Donc, par ailleurs, on s'implique aussi dans la démarche solidaire, c'est-à-dire qu'on a des produits commerce équitables, on suit le côté culturel de la communauté de communes du territoire, puisqu'on suit le festival Nuit Blanche auquel on participe, et naturellement, j'allais dire, oui, pour moi c'est naturel, mais on participe aussi à l'association Enfants du désert en Mauritanie, et on leur donne de l'argent pour que tous les ans, et j'en suis revenu il y a 15 jours là, et c'est assez intéressant. J'ai encore un peu de temps. En Centre-Var.
Donc 1 minute, je n'aurai pas le temps, 1 minute, de tout faire. Donc alors, ce que je voulais dire, alors je vais passer en diagonale. Ce que je voulais dire, c'est que quand on a commencé il y a 20 ans, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on avait beau prêcher à droite et à gauche, ça n'intéressait personne. Hein. Je veux dire, indépendamment du grand tourisme, ce genre de truc, comme il me parle, comme il me parle, lui. Donc les aides nationales, départementales, régionales, que dalle, hein. Rien du tout. Donc on s'est créé nos propres réseaux. Ben, j'ai participé à la création du réseau Forestour, j'ai été administrateur Forêt Réseau Tourisme, qui émane du CRPF PACA, où on a regroupé les gens qui avaient des forêts et qui avaient des velléités d'action touristique en forêt, pour essayer de voir comment on allait faire, comment on pouvait faire une charte de protection de la forêt de manière à ce que notre activité ne détruise pas le milieu dans lequel on était, qui était le milieu forestier. On a participé aussi, j'ai participé à la création de la route des insectes du Var, et j'ai été administrateur, et on a créé, on était une trentaine de participants, il y avait de tout, il y avait des chercheurs, des universitaires, des entomologistes et des professionnels comme moi, pour parler des insectes, du monde des insectes, et comment on pouvait découvrir l'entomologie, ce qui était quelque chose d'assez nouveau. On a créé des points info nature et biodiversité avec 6 panneaux qui montraient ce que c'était que la biodiversité, pourquoi elle était menacée, et en quoi c'était important Et puis là, on s'est heurté à quelque chose, c'est que, je passe de coq à l'âne parce que j'ai pas beaucoup de temps, hein. La biodiversité, nous tous, on sait ce que c'est. Mais quand vous parlez au grand public qui arrive, parce qu'il a vu une lumière en plein mois d'août avec sa famille, vous lui parlez de biodiversité, il a bien entendu parler de ça quelque part, mais pour lui, ça ne veut rien dire, quoi. Biodiversité, vivant, bio-vivant, c'est quoi? Donc il a fallu faire tout un programme de cours d'écologie pour dire aux gens, c'est ça l'écologie, c'est le biosystème, l'écosystème, la biocénose, l'espèce, tout ça, expliquer la base de l'écologie, parce que ça ne veut rien dire, développement durable, écologie, environnement, biodiversité, aux gens ça ne veut rien dire du tout. Après, derrière, on a participé à Éveil Citoyen de la Terre pour un tourisme responsable et solidaire. Refuge pour les oiseaux, Proserpine, le réseau des jardins des papillons, PEFC, c'est le programme européen des forêts certifiées, où on est régulièrement contrôlé pour dire que effectivement on gère bien notre forêt correctement. Qualité tourisme, pareil, c'est une marque d'État, où régulièrement on vient voir si on fait notre taf au niveau de l'accueil du public, l'activité, etc. Là-dedans, on ne parle pas d'écosystème, on ne parle pas d'éco-responsabilité, on ne parle pas d'écotourisme, hein, c'est juste on reçoit les touristes correctement, on leur donne des activités correctes et on ne se moque pas d'eux dans les réponses. Donc, j'ai sauté tout ça, hein, parce que derrière, ça, ce qui me paraît important, c'est la conclusion. Oui. Parce que j'avais 5 minutes, il m'en donne que 3. Donc, on a pris 12. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, je dis, comment voyez-vous un réseau d'entrepreneurs se partageant un tourisme écologique et culturel? Ça, j'avais 1 minute, donc j'ai 1 minute pour répondre à cette question. Ma réponse, c'est de quel réseau parle-t-on? Est-ce que c'est un réseau de proximité pour se rencontrer plus facilement et proposer des tournées aux visiteurs, tourner des routes, etc. Est-ce que c'est un réseau de prestataires pour parler le même langage avec la même difficulté de faire vivre nos structures? Quand je dis faire vivre nos structures, c'est problèmes sociaux, problèmes économiques, rentabilité, publicité, etc. Est-ce que c'est un réseau d'institutionnels pour donner le ton d'une réelle politique en faveur de ses objectifs? Est-ce que c'est un réseau de soutien pour apporter des aides financières, matérielles, des outils? Ce sont tous des réseaux différents, mais en même temps, ces réseaux sont tous interpénétrables, hein, complémentaires. Comment les faire vivre ensemble? Comment se mettre d'accord sur des objectifs communs? Alors, nous avons expérimenté ce genre de mélange de prestataires et on a du mal. On a du mal à parler le même langage, on a du mal à parler à trouver les mêmes mots et les mêmes contraintes, les mêmes intérêts pour aboutir à un résultat commun. Donc, moi, je pense il faut poser avec les prestataires et les non-entrepreneurs le socle commun indispensable sine qua non de la démarche, sorte de charte acceptée par tous, ou marque ou label, mais le label, d'en rajouter un label, c'est difficile. À l'intérieur de cette charte, les prestataires sont acceptés s'ils correspondent à la quasi-totalité des items de base, donc nécessité de contrôler et de donner quitus au respect des règles, parce que sinon n'importe qui fait n'importe quoi, et puis il y a un greenwashing qui se développe, comme dans les hôtels où on dit on vous change de serviette, vous la posez là, et puis soi-disant, non, ça c'est pas vrai. Je termine. Charge alors institutionnelle de promouvoir ces expériences et ces circuits ayant la même éthique de base et proposant aux visiteurs des activités allant dans le même sens de la découverte, du jeu, de l'émerveillement, de la compréhension pour aller jusqu'à l'évidence de la protection. Merci. Alors, sur ma montre suisse, tu as pris quand même 5 minutes de plus que tout le monde. Ah. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même la motivation de chacun d'entre vous jusqu'à maintenant, quoi. Et la coopération aussi entre les différents acteurs. Et ça, c'est très important. Maintenant, on va passer... Avant que tu passes au suivant, que tu redonnes la citation de Baptiste Morisot, que l'on a... Ah. Ça vous intéresse? On se l'approprie un peu plus.
problème. La crise écologique systémique, qui est la nôtre, est aussi la crise de la sensibilité au vivant. J'entends par là l'appauvrissement des mots, des capacités à percevoir, des émotions et des relations que nous pouvons avoir avec le monde vivant. Baptiste Morisot. Je trouve que c'est très pertinent. Il y a aussi un autre philosophe qui disait qu'on essaye de recentrer l'humain, mais l'humain est décentré par rapport à l'environnement et l'écosystème dans lequel il est. Donc il faudrait déjà qu'il réintègre l'écosystème général. Et ensuite, il pourra se... Voilà. Bien. Maintenant, on va passer... on va inviter Yves, qui va nous parler, lui, d'une expérience qui est dans les Alpes-Maritimes. Il y a un panel de citoyens qui a partagé des retours d'expérience et des suggestions à propos du tourisme écologique et culturel. Et donc, on m'a dit que Yves Durand, secrétaire général de Defimed, allait partager cette expérience. T'as 5 minutes. Voilà. Donc ça va être bien. Donc moi, je ne suis pas du tout un professionnel du tourisme. Hein. Je suis un touriste dans le milieu des touristes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écologie, hein, l'état de la planète, hein, et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour agir concrètement pour sauver la planète. Et il y a du boulot. Et donc l'écotourisme, effectivement, c'est un levier et c'est très intéressant. Et par contre, moi, je suis hyper intéressé par la connexion au vivant. Mais ça, c'est personnel après. Hein. Moi, je peux rester une journée dans la nature, simplement à observer la nature, les oiseaux. J'adore les oiseaux. J'adore les étoiles. Donc, effectivement, et je m'aperçois de plus en plus que les gens ne regardent plus la nature et sont chez eux et ne s'émerveillent pas. Enfin, les gens ne connaissent pas les oiseaux. Par exemple, pour moi, les oiseaux, ils sont tous autour de nous. Moi, je les connais, je les reconnais au chant, c'est extraordinaire. Et comment est-ce possible que c'est nos voisins, ils vivent chez nous, ils viennent dans nos jardins et les gens ne les connaissent pas. Donc, c'est des sources d'émerveillement. Bon, donc, j'ai rejoint Defimed il n'y a pas longtemps, donc, et j'essaye d'être bénévole. Et donc, effectivement, on a essayé enfin, l'objectif, c'est qui est extraordinaire, hein, c'est d'essayer d'aider des jeunes ou des gens qui ont des projets comme ça. Et comme celui que tu as donné, là, là, 40 000 visiteurs, mais la plupart des gens sont des gens qui démarrent, qui ont des projets et qui sont seuls la plupart du temps. Et donc, c'est très, très important de connecter tout le monde, de bénéficier des expériences. Et ça, c'est l'objectif du réseau. Et donc pour aider donc, le réseau Defimed, bien sûr, l'idée, c'est comment dirais-je, de cultiver l'occasion qui est donnée d'aller voir tous ces jeunes ou moins jeunes, hein, qui font ces projets et donc de partager l'expérience, essayer de comprendre d'une part pourquoi les gens font ce qu'ils font. J'aurais bien aimé, mais le problème, tu aurais pris encore un quart d'heure, mais pourquoi non, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça en fait? Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont ce plaisir de partager, d'autres qui aimeraient bien partager mais qui ne savent pas, et donc qui se mettent avec des gens qui savent parler et qui aiment bien partager. Donc il y a besoin de regroupement, de communauté, et ça c'est vraiment extraordinaire parce que du coup, se reconnecter au vivant, c'est aussi se reconnecter à ses voisins, à ses amis, à des gens via l'écologie. Et donc on essaye de promouvoir ça, de partager l'expérience basée sur le réseau de Defimed. Est-ce que ça va, Madame la Présidente? Non, mais comme je ne savais pas ce qu'on me demandait de dire, donc je trouve que tu as très bien parlé. Bon, très bien, merci. Parce que ça permet de donner justement une vue globale à 360 degrés. Donc c'est ça qui est génial, je veux dire. Il n'y a pas un point de vue, il y en a plusieurs, donc c'est super.
Ensuite, on va voir avec Monsieur Duvauchel le rôle que les musées peuvent jouer justement dans un écotourisme local. Me présenter en 1 minute pour résumer une carrière et le musée Escoffier est difficile. Alors, j'ai 2 vies, la vie d'avant et la vie d'après. La vie d'avant, c'est 50 années d'hôtellerie que j'ai terminé à l'âge de 65 ans, dont 35 années passées comme directeur général de l'hôtel Martinez pendant 7 ans, directeur général de l'hôtel Hilton de Cannes pendant 17 années. Et en cours de route, à l'âge de 58 ans, j'ai planché pour avoir un diplôme en VAE, validation des acquis de l'expérience, pour avoir un diplôme universitaire. Et j'ai planché à la Sorbonne pour préparer un Master 2. Le thème de mon mémoire, c'était comment concilier développement durable et compétitivité dans l'hôtellerie. Donc je suis devenu actuellement le spécialiste en France de l'hôtellerie et qui remonte en fait dans la thèse que j'ai écrite, 145 pages, au rapport Brundtland de 1987, qui, avec les 3 cercles économique, social et environnemental, avait été présenté par les Nations Unies. Et le titre de ce projet, ça s'appelait Our Common Future, notre futur commun. Donc, après ma retraite, Michel Escoffier m'a demandé de devenir le conservateur bénévole du musée Escoffier de l'art culinaire à Villeneuve-Loubet, ce que je fais depuis bientôt 5 ans. Et donc ce musée, qui a été créé il y a 60 ans, couvre 300 mètres carrés, il y a une dizaine de salles. On a une collection de 3500 livres, de 3000 menus, de 3000 objets. Et mon rôle a été d'utiliser les techniques que j'ai pratiquées dans l'hôtellerie pour développer 2 choses. Premièrement, la fréquentation du musée. Deuxièmement, la notoriété d'Auguste Escoffier, de la vie et de son œuvre. Alors, comme je n'ai pas le temps, je ne vais pas vous résumer sa vie, mais on a 6 personnes salariées, dont 5 qui ont des masters, dont une chargée de la communication et qui s'occupe de tout. Et elle a créé elle-même son site internet et on a axé sur la communication pour mieux faire connaître ce que faisait Escoffier. Alors, il y a l'aspect culturel du développement du territoire. On est très actif, non seulement dans les Alpes-Maritimes, mais en France, en Europe. Escoffier ayant vécu pendant 30 ans à Londres, il ne supportait pas le gaspillage. Tous les soirs, les petites sœurs des pauvres venaient au Carlton et plus tard au Savoy, ou plutôt au Savoy d'abord et au Carlton, avec une petite charrette et un cheval pour récupérer toute la nourriture qui ne serait pas resservie le lendemain. Elles venaient à midi pour venir chercher le marc de café et les viennoiseries. Et donc, Escoffier a créé la mutuelle des cuisiniers, il a créé les dîners d'Épicure, qu'il a lancé en 1910. C'était un dîner mondial dans près de 30 pays. On vient de refaire ce dîner mondial le 28 octobre de cette année avec un dîner à Monaco avec 440 personnes en présence du prince Albert. On a fait une tombola au profit de sa fondation qui est justement sur la préservation de la planète. On va donner un chèque aux petites sœurs des pauvres. Et ce soir-là, ce 28 octobre, on a servi 7000 couverts dans 32 pays dans le monde entier, tous les dîners étant des dîners caritatifs. Donc, on a également développé le faire savoir du savoir-faire d'Escoffier. L'année dernière, on a eu un film de 90 minutes sur Arte, diffusé à près d'1 million d'exemplaires. On vient d'avoir un film, reportage sur TF1, jeudi dernier, 4 millions de téléspectateurs dans le journal de Marie-Sophie Lacaro, qui parle d'Escoffier, qui parle de la BNF, qui parle de notre collection. Et on a à l'heure actuelle une exposition qui s'appelle Auguste Escoffier, un engagement social, qui va durer jusqu'au 31 octobre 2022. On a également fait un petit film sur Escoffier de 45 minutes dans le cadre de l'exposition Escoffier, une vision sociale. Alors je vous renvoie à nouveau au site pour mieux comprendre sa vie et son œuvre. On a édité un livre avec l'Association des bibliothèques gourmandes de 145 pages et on a réédité un traité qu'il a écrit en 1910, Comment réduire le paupérisme, qu'il avait envoyé au rédacteur en chef du Figaro. En 20 pages, il expliquait 4 choses. Premièrement, pourquoi n'y a-t-il pas
de système de retraite en France, sauf pour les militaires et les fonctionnaires. Et il donne en 5 pages les prémices de la création de la sécurité sociale. Ensuite, deuxième partie, pourquoi n'y a-t-il pas de maison retraite en France, sauf pour les militaires et les fonctionnaires? Et il propose un financement de maisons de retraite pour les gens qui ont travaillé toute une vie, qui n'ont pas de toit. La troisième partie, c'est « Messieurs les politiques, occupez-vous des gens pauvres en France, sinon vous aurez la guerre ». Et ça, c'était en 1910. Et la quatrième partie, il faut faire une Europe des nations. Donc il n'était pas seulement cuisinier, il était écrivain, visionnaire, humaniste. Et c'est pour ça que je suis engagé maintenant bénévolement à développer sa vie et son œuvre. Et en matière de transmission de connaissances de l'hôtellerie, je suis enseignant à Schema et à l'EDEC en Master 2 et en anglais. J'ai dit. Merci beaucoup, M. Duvauchel. Quand on y pense, le tourisme durable, l'écotourisme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On n'a rien inventé. Hein. Bien, justement, oui, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui veulent mettre des choses à disposition. Ça serait bien peut-être de collecter tout ça et puis ensuite de le distribuer parce que vraiment, ça peut être très intéressant. Alors ensuite... Ouais. Tout à fait. Ben, c'est-à-dire qu'à 50 ans, on était déjà beaucoup plus connecté au vivant qu'on l'est maintenant. Donc il y avait un autre rapport au vivant qui a disparu ces 20, 30, 40 dernières années et qui maintenant nous dit hey. Voilà. Oui, non, tu as raison. C'est très bien. Ensuite, les potentiels de développement avec le web participatif. Van. Voilà. Ouais, maintenant on va passer au côté chiant, donc c'est la technologie. Hein? Non, non. Bon. Très humblement, c'est difficile de passer après autant d'intervenants et surtout après monsieur. Je buvais vos paroles. Je m'appelle Van, je suis fondateur d'une agence web basée sur la Côte d'Azur. Donc nous servons des clients sur la Côte d'Azur et en région Rhône-Alpes, puisque je suis diplômé d'une école d'ingénieurs, l'INSA de Lyon. Après l'INSA, j'ai fait le tour de l'Europe à pied, en autostop, pendant 1 an. Et j'ai participé dans cette aventure personnelle à la création d'un réseau d'hospitalité international qui s'appelle le Couchsurfing. Voilà. Donc j'ai fait partie des pionniers avec Casey Fenton. Et c'est un réseau qui aujourd'hui est en train de disparaître, mais qui a existé pendant 10-15 années. Voilà. J'ai rejoint DefiMed l'année dernière, grâce à Mélanie, qui m'a proposé de rejoindre l'aventure et de réfléchir à ce que pourrait être le site DefiMed sur 2021, 2022 et sur le futur. Donc, aujourd'hui, ma vision du site et de la plateforme DefiMed, pour moi, on part d'un site qui était un site où DefiMed présentait des choses, à aujourd'hui une plateforme collaborative. Donc la base, parce que j'ai un esprit assez factuel, il fallait que ce soit un site qui recense trois types en fait, qui ressemblent trois personnalités. En fait, des personnes réelles, des lieux ou des personnes morales, et puis des événements, parce que ces gens et ces lieux créent naturellement une activité humaine. Donc il fallait que le site, et notamment la carte de ce site, soit un annuaire, un outil qui recense ces trois choses, je ne sais pas comment les appeler, mais des humains, enfin des personnes, des lieux et des activités humaines. Voilà. Donc c'est ce que nous avons avec mon équipe essayé de bâtir. Et bon, on a essayé de le faire rapidement avec les moyens, nos moyens,
Et aujourd'hui, DefiMed, le site, si vous allez sur DefiMed, c'est le fruit de travail en commun avec l'équipe DefiMed et nos techniciens. Voilà. C'est bon ? C'est bon ? J'ai une minute. Je voulais conclure sur une chose, c'est comment est-ce que je vois un réseau citoyen partageant un tourisme écologique et culturel. Donc aujourd'hui, on a un outil qui est cette plateforme. Et cet outil, son évolution naturelle, c'est justement de le rendre bidirectionnel. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était DefiMed qui communiquait, qui mettait en avant, qui donnait de l'information. Désormais, le futur, je le vois dans les deux directions. C'est-à-dire qu'en fait, les gens peuvent participer. Vous pouvez créer votre compte sur la plateforme, participer à ce compte, créer des lieux si vous êtes propriétaire d'un lieu. Et puis ensuite, ce lieu, si vous faites des événements, créez ces événements. Et plus tard, les citoyens qui sont des membres de cette plateforme pourront interagir avec vous, donner, échanger, partager et faire évoluer. Super. Merci beaucoup, Van. On part en voyage. Hasard. On va parler du marketing territorial. Donc on va en Tunisie, à Carthage, c'est ça ? Oui, Carthage, principalement. Merci. Alors, Aza Temesek, d'abord vice-présidente de DefiMed. C'était un honneur d'être nommée vice-présidente et un lourd fardeau aussi à porter quand même. Je suis également enseignante-chercheur en marketing à l'IHEC de Carthage et coordinatrice d'un master en tourisme. Et en fait, aussi notre formation, on essaie un peu de l'orienter vers tout ce qui est management du patrimoine et tourisme durable, vu qu'aujourd'hui, justement, l'avenir est là et que, justement, le développement durable, il devrait être intégré même dans le tourisme de masse. Et ça, je le rejoins parfaitement. Il ne devrait pas y avoir cette rupture entre tourisme écologique, durable et tourisme de masse, mais on peut tout à fait voir ce tourisme de masse qui peut intégrer aussi les dimensions de la durabilité. Il ne faut pas opposer forcément touristes vertueux, responsables et un autre touriste qui ne l'est pas, mais au contraire essayer justement de gérer ces flux et aussi la densité touristique spatiale et temporelle. Alors moi, j'aimerais revenir justement sur la thématique principale de cet atelier aussi, qui est de voir finalement comment on peut imaginer ensemble un réseau et différents éléments constituants de la société civile qui ensemble pourraient justement apporter leur pierre à l'édifice par rapport à la mise en place d'un tourisme plus écologique, plus durable. Est-ce qu'on pourrait imaginer des éco-producteurs touristiques comme Hassan ou Rémi, par exemple, partager leur vision des choses et d'un nouveau tourisme sans des habitants et des locaux impliqués, fiers de leur patrimoine, qui accordent leur approbation à ce que des touristes soient présents? Est-ce qu'on pourrait le faire aussi s'il n'y a pas des touristes responsables, entre guillemets, qui acceptent de désapprendre peut-être aussi la manière de faire du tourisme et apprendre une nouvelle forme de tourisme? Est-ce qu'on pourrait le faire aussi, ce tourisme écologique, sans avoir derrière soi des institutionnels qui soient prêts à encourager, à nous porter dans cette volonté-là? J'imagine que c'est difficile et complexe de vraiment de proposer des itinéraires ou des projets comme cela sans avoir derrière soi tout ce réseau qui vont partager ensemble et collaborer. Alors pour revenir un peu sur peut-être par rapport à la Tunisie et des exemples qui montrent, ou plutôt des contre-exemples en fait, qui montrent que c'est important que tous en soient impliqués. Nous, en Tunisie, on a vraiment une société civile très engagée par rapport au tourisme durable et écologique, qui veut changer les choses, qui veut aussi connecter les locaux, les touristes locaux qui ont été très souvent ignorés
dans la politique touristique du pays. Le touriste, c'est cet étranger qui vient d'ailleurs, qui fait des kilomètres en avion pour venir visiter le pays. Et les locaux ne font pas partie de cette dimension-là. Et en fait, après la crise, ils se sont rendus compte, que ce soit les hôteliers, mais aussi les autres producteurs écotouristiques, qu'on ne peut pas construire un tourisme basé uniquement sur des touristes étrangers et que les locaux peuvent être eux-mêmes aussi des touristes. Il faut les réconcilier avec aussi leur patrimoine naturel, culturel et essayer aussi de les impliquer. C'est à titre anecdotique par rapport à l'écotourisme d'ailleurs, à l'occasion d'un séminaire dans un gîte rural qui essaie justement d'intégrer tout ce qui est économie circulaire au niveau du gîte et les éléments écologiques. Un des intervenants du ministère du Tourisme a dit voilà, le problème c'est que nous, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver une définition de l'écotourisme. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas vous aider. On a trouvé ça un peu choquant, voilà, et de dire voilà, il y a dans la littérature, il y a 80 définitions de l'écotourisme. Il y en a plein. Donc on peut vous en donner. Donc il n'y a pas cette réelle volonté. C'est vrai aussi que derrière en Tunisie, nous on a un lobbying hôtelier assez fort, assez résistant. C'est vrai qu'avec les chaînes hôtelières internationales, ils veulent un peu intégrer cette durabilité, ces dimensions-là. C'est bien, donc la gestion de l'eau, des déchets. Mais on est encore loin, surtout par rapport au gaspillage alimentaire. Là, c'est une problématique importante en Tunisie. Dernier point, c'est l'implication des locaux. Il y a l'exemple en fait de Djerba avec le village Djerbaoud. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, il y a un site qui s'appelle djerbaoud.com. C'est en fait un village tout tranquille avec des habitants qui ont des habitations traditionnelles djerbiennes et des associations ont eu l'idée d'inviter en fait 150 artistes internationaux d'art urbain, de street art, et de leur dire, voilà, vous pouvez dessiner des fresques murales sur les habitations. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les fresques, elles sont très jolies. Elles sont vraiment très jolies. Elles s'intègrent un peu dans les habitations. Mais ce qui s'est arrivé, c'est que le village, il a connu des flux importants de touristes qui viennent prendre des photos parce qu'il y a une très grande médiatisation du coup, qui prennent des photos, qui publient ça sur Instagram. Donc c'était le site à voir à Djerba. Il y a eu des altercations entre touristes et habitants pour dire non, ne prenez pas de photos de ma maison, c'est mon intimité, etc. Les habitants, donc après, ils ont vendu leur maison à des promoteurs touristiques, voilà. Je termine très vite. Et aujourd'hui, c'est devenu un village musifié. Il y a plus, on a perdu l'authenticité, l'identité. Il n'y a que des étrangers. Ça a été notamment, il y a des Français qui sont tombés amoureux de la région, qui ont acheté aussi pour transformer en maison d'hôtes. Et c'est plus le village authentique, traditionnel d'avant. Donc là aussi, la question se pose par rapport à tout ça. Voilà, c'était un peu mon témoignage. Merci. Dernièrement, j'avais entendu quelqu'un qui m'avait inspiré, Lamia El Salmi, qui est la présidente de Sea Shepherd France, et qui m'avait dit le touriste, il ne faut pas confondre le touriste et le voyageur. C'est-à-dire que le touriste, quand on dit à quelqu'un, me dit non, ça va, tu es plutôt touriste. C'est celui qui n'en fait pas lourd et qui ne s'investit pas forcément dans le lieu dans lequel il est. Le voyageur, par contre, c'est quelqu'un qui part à la découverte d'une destination et qui commence à intégrer comment vivent les gens et ensuite les enjeux locaux, environnementaux, sociétaux, etc. Et je crois que ça, c'est une réflexion à avoir aussi, c'est est-ce qu'on veut toujours continuer à appeler ces gens-là des touristes et pourquoi ne pas justement commencer à aller vers le voyageur qui est avec beaucoup plus de conscience.
Je trouve que ça, c'est intéressant parce que nous, les acteurs du tourisme, chacun d'entre nous, avons des vertus pédagogiques incroyables. On peut faire avancer le schmilblick. Et c'est ça qui est génial, quoi. On va clôturer avec André. André est consultant pour le développement territorial, fondateur des France Angels. C'est ça? Non, c'est pas les mecs à moto, là. Ah ouais? Il est où le t-shirt et les tatouages? J'ai tout ça, mais bon, c'est pas le lieu. Donc, en fait, je suis fondateur de France Angels. France Angels, c'est l'association nationale des réseaux de Business Angels. Les Business Angels, c'est les gens qui ont de l'argent et qui investissent dans des startups et qui aident à leur développement, etc. Et donc, ça existe depuis 20 ans. J'ai créé les premiers réseaux en France. Chaque année, il y a 50 millions d'euros qui sont mis par des personnes volontaires dans des boîtes en création avec des risques importants, etc. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et quand il y a eu le financement participatif, le crowdfunding qui est arrivé, j'étais très content parce que c'est la démocratisation de cette capacité de choisir la destination de son argent. Maintenant, tout le monde peut choisir et tout le monde doit choisir la destination de son argent, au moins en partie. Voilà. Donc, oui, je travaille dans le participatif. Je le fais dans les quartiers politiques de la ville où j'anime des débats contradictoires depuis une vingtaine d'années dans la région parisienne. Je le fais aussi dans un territoire rural dont je suis originaire, la Sarthe, le sud Sarthe. J'ai créé un jeu de cette famille en patois pour revaloriser la culture locale. Et je le fais aussi dans la zone Méditerranée-Afrique en coprésidant une association qui s'appelle Financement Participatif Afrique-Méditerranée, qui est une association qui fait un travail de promotion du financement participatif. Là, on prépare un projet pédagogique avec la Banque africaine de développement voilà. Pourquoi je travaille sur le participatif? Parce que moi, je pense qu'il faut favoriser l'accomplissement des personnes. Vraiment, moi, le progrès, pour moi, c'est ça. C'est vraiment très important que les personnes soient en responsabilité sur leur territoire par rapport à leur environnement, etc. Et on est dans une société, de façon générale, en France et ailleurs, où cette dimension individuelle, elle est souvent un peu niée, etc. On préfère toujours parler de collectif et tout. Moi, je pense que les choses partent de l'individu. Comme disait l'autre, faites de grands individus, le reste suivra. Voilà, donc pour moi, le participatif, c'est cette idée d'accomplissement, etc. Et donc, le moyen d'associer, le moyen de mettre en responsabilité chacun, et aussi le moyen de changer les comportements. Parce qu'une des grandes questions par rapport au constat que nous faisons tous sur les grands défis, fractures sociales ou problèmes d'environnement, c'est comment on change les comportements, hein, comment on passe à l'action. Il ne sert plus à grand-chose de faire les constats. Voilà. Et donc, moi, je suis très touché par les histoires inspirantes que j'ai entendues là cet après-midi. C'est vraiment très, très fort. Alors, qu'est-ce que devient Defimed? Defimed ne peut plus être pareil qu'avant. Il faut le refonder, non? C'est ça la question, peut-être. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quel est l'objectif, déjà? Enfin, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut augmenter le nombre et la qualité des lieux d'écotourisme? Ça peut être un objectif. Est-ce qu'on veut transformer la culture du tourisme? Alors, effectivement, on peut peut-être parler de voyageurs, mais moi, je dirais voyageurs de leur propre territoire, déjà. Il faut que les gens apprennent à découvrir leur territoire. Est-ce que c'est ça l'objectif? C'est un autre objectif. Donc, il y a cette responsabilité par rapport au territoire. Il y a cette idée de tourisme ancré. Et il y a cette idée de tous les publics. Dans les quartiers politiques de la ville, en région parisienne, il y a par exemple à Mantes un collègue qui fait découvrir le territoire à partir des cuisines locales. C'est un territoire où il y a, je ne sais plus, 140 nationalités, je ne sais quoi. Donc c'est vrai que si on veut voyager de façon gastronomique sur ce territoire, on a une ressource quasiment illimitée. Et donc il part, lui, de ça. Donc il est sur un territoire en difficulté. Et il identifie une ressource qui est cette diversité gastronomique et ça devient un atout pour le territoire, etc. Moi, je m'occupe à Nanterre de débats contradictoires et donc on fait des débats sur des sujets difficiles avec des personnalités de très haut niveau et on fait venir les gens de l'extérieur dans le quartier parce qu'on a des débats qui sont très attractifs et en fait, il n'y a pas d'endroit
où on a des débats vraiment contradictoires. On a fait venir Villepin, Hubert Reeves, Ségolène, BHL, Bernard-Henri Lévy, etc. Voilà. Et sur des sujets très, très difficiles, très sensibles, avec une règle du jeu très, très exigeante, on arrive à avoir des débats apaisés et très attractifs. Donc là, c'est une manière de faire venir les gens de l'extérieur sur un quartier où, a priori, ils n'ont pas envie de venir. Donc il faut que les quartiers trouvent une façon d'être attractifs et de donner envie de voyager, à la fois pour les gens du quartier et pour les gens de l'extérieur, quand le quartier a une image difficile, de venir dans ce quartier. Donc ça peut être un autre objectif. Transformer la culture du tourisme. Un autre objectif, c'est transformer la relation à la nature. Ça, c'est évidemment, c'est très important. Donc, il faut savoir ça, il faut préciser l'objectif, je pense, avant de savoir quelle est la structure. Ensuite, il faut savoir quel levier d'influence de quel levier d'influence on dispose, de quels éléments de mesure on dispose aussi, et aussi quelles sont les spécificités de ce réseau, parce qu'on voit aussi qu'apparaissent plusieurs velléités de création de réseaux de ce type. Quelle serait la culture, la nature propre de Defimed par rapport à ça? Alors on a des éléments d'information là-dessus. On voit bien qu'il y a dans Defimed à la fois des pratiquants, des experts, un souci de neutralité, une capacité à travailler avec les diverses parties prenantes. Donc ça, c'est peut-être pas présent partout. Voilà. Parler dans l'atelier d'intelligence collective, justement, de pouvoir échanger en table, etc. Hein? Voilà, donc je pense que j'ai fait mon travail, c'est bon? Super. D'accord. Merci beaucoup. Merci. 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 Voilà, super, impeccable. On va passer à l'atelier.